Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. C'est votre émission Éco-Afrique, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Le commerce intra-africain souffre encore de lourdeurs administratives, de coûts logistiques élevés, d'infrastructures souvent inadéquates, routes dégradées, ports engrosés, frontières lentes à franchir. Ces obstacles freinent la circulation des biens et limitent le potentiel d'un marché continental unifié. Pourtant, avec la mise en œuvre de la ZLECAf et les engagements politiques pour une intégration économique plus poussée, les regards se tournent vers des réformes concrètes dans les secteurs du transport, de la logistique et des douanes. Comment lever les barrières physiques et administratives ? Quel modèle adopter pour faciliter les échanges ? Cette émission pose le débat. Et avec nous sur ce plateau d'Éco-Afrique, Mahfoud Koubi, notre analyste en économie. Bien bonjour à vous, Mahfoud Koubi. Bonjour, Abdelmark. Bonjour. Mzouara Al-Hiani, chef d'entreprise. Bien bonjour à toi, Mzouara Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Et Samuel Akizimana, chef d'entreprise également. Bien bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, notre sujet d'aujourd'hui, il concerne les obstacles administratifs. Mahfoud Koubi, peut-être quels sont aujourd'hui les principaux obstacles logistiques au commerce intra-africain ? Et c'est le manque d'infrastructures logistiques. Donc c'est très clair que l'Afrique est en net retard par rapport aux autres continents en matière d'infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, aériennes ou encore maritimes. Les infrastructures de transport, ne serait-ce que par rapport à ça, parce que quand on parle de logistique, ce n'est pas uniquement de transport, on en reparlera tout à l'heure, mais déjà par rapport aux infrastructures, il y a un net décalage. Et donc, quand les réseaux routiers sont très vétustes, et vraiment limité, donc déjà à l'intérieur de beaucoup de pays. Donc ceci se traduit par un faible volume de transactions et d'échanges. Idem pour le transport maritime où le nombre de ports répondant donc aux exigences de transport entre pays, donc le nombre est très limité, donc 4 ou 5 ports réellement qui répondent aux normes, en disant à la limite une dizaine si on inclut les ports à capacité moyenne, mais qui demeurent très très faibles par rapport surtout à l'organisation, par rapport au support de compétitivité, etc. Donc tout cela pèse énormément sur cette question d'échange intra-africain. Et je dirais que une des préoccupations premières auxquelles il faudra prendre en charge réellement, c'est ce manque d'infrastructures. C'est pour cela, et ceci demande des investissements lourds certainement, mais tout cela doit s'inscrire dans une réelle dynamique de mise à niveau de l'infrastructure africaine des échanges. Exactement. Mzouara Al-Hiani, en parlant justement des douanes, quels sont selon vous les obstacles liés aux frontières et aux douanes? Moi, je dirais que aujourd'hui, en Afrique, on manque pas de ressources, on a tout ce qu'il faut, mais ce qu'on manque, c'est déjà le transport, c'est déjà les moyens. Et après, il y a cette barrière douanière. Ça veut dire que chaque pays a son modèle, chaque pays a ses formulaires, chaque pays a ses propres taxes. Et on est obligé de faire 2 fois la vérification. Et des fois, ça nous prend... Les lenteurs douanières freinent-elles les échanges entre les pays africains? C'est ça, trop. Et puis, ça prend beaucoup de temps, alors que par exemple dans d'autres pays ça peut prendre histoire de quelques heures. Chez nous, enfin en Afrique, ça peut prendre jusqu'à 7 jours, 5 jours. Et aussi quand on entend les autres parler
ils ont toujours cette mauvaise réputation de dire avant de passer les frontières, par exemple, il faut des pots de vin. Alors 30% de la somme, ça part dans les pots de vin. Tout ça, en vrai, c'est cette paresse et c'est ce manque de sincérité qui l'a créé. Et les gens, ils se sont habitués au fil du temps à tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on doit dépasser ça. Monsieur Corby le disait, pas que la douane, il a parlé des transports. Par exemple, aujourd'hui, 2 millions de kilomètres en Afrique de routes. On a 2 millions de kilomètres de routes, mais je ne sais pas combien de routes sont asphaltées. Oui. Et on n'utilise pas toutes les routes. Donc, parce qu'on les a pas préparées pour ça. Et alors que les colonisateurs, par exemple, ils ont construit ce qui les intéresse beaucoup plus. Ça veut dire acheminer matières premières jusqu'au port, ça s'arrête là. Et nous, on n'a pas continué, donc on n'a pas cette connexion. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Donc, je dirais qu'il nous manque beaucoup de travail. Que ce soit du côté logistique, que ce soit du côté route, que ce soit douane, il faut qu'on s'y mette au travail, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on mette ces choses qui nous empêchent. En fait, parce que c'est nous-mêmes, on crée certaines barrières. Voir surtout tout ce qui est douane, c'est nous-mêmes qui l'ont créé. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut régler entre nous. C'est pas un truc c'est surnaturel ou quoi, c'est quelque chose que l'être humain a le plein pouvoir dessus. Donc je pense que si on y travaille, on pourra le dépasser. Exactement. Samuel Akizimana, pourquoi le réseau routier et ferroviaire africain reste-t-il peu intégré malgré les nombreux projets annoncés? Déjà, Mesura a bien parlé en disant il faut comprendre déjà la logique. Déjà, je pense que nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on change notre mentalité parce que je pense que les Occidentaux, quand ils voient l'Afrique, ils voient un marché de plus de 1,3 milliard d'habitants qu'il faut conquérir, c'est ça qu'ils voient. Par contre, nous, en tant qu'Africains, quand on regarde notre continent, on ne le voit pas de la même façon. Nous, on ne voit pas cette potentialité de marché à gagner. Je vais revenir par ça pour dire quoi. Mais Zora a dit quelque chose de très important. Vous savez, dans plusieurs pays d'Afrique jusqu'à présent, ils bénéficient toujours de l'héritage colonial dans le sens des routes. Dans certains pays, c'est toujours les routes construites par les colonisateurs. Alors que ces routes, ils avaient un seul objectif, c'est l'acheminement des matières premières vers les ports. C'est-à-dire que déjà, il y a déjà une route qui est destinée pour prendre ce qu'on a comme richesse et de l'amener vers les ports pour sortir. Maintenant, si on reste toujours dans cette mentalité, on ne va pas avancer. C'est-à-dire qu'il faut changer la façon de voir les choses, il faut changer la manière, la perspective des choses et aussi ce qui est sur papier, parce que si on parle de la ZLECAf, il y a tellement de bons projets qui font rêver. C'est-à-dire qu'il faut faire la mise en pratique de mettre ce qui est sur papier en réalité. Par exemple, si on regarde, il y a certains, on peut dire routes ferroviaires qui existent, mais qui sont limitées. Par exemple, en faisant des recherches, on peut trouver qu'il y a quelques lignes fonctionnelles, par exemple au niveau d'Afrique du Sud, au niveau du Kenya, comme la route par exemple au niveau du Kenya, Mombasa, Nairobi, etc. Mais c'est-à-dire que on n'a pas réussi à faire l'interconnexion sur le côté ferroviaire, par exemple, assez que depuis le Kenya, on peut arriver jusqu'en Tanzanie. Mais par contre, il y a même un projet au niveau de l'Afrique de l'Est qui est côté ferroviaire, qui est en cours actuellement, en élaboration, qui est en cours, de relier depuis le Kenya jusqu'à arriver à dépasser le Burundi, etc. et avancer. C'est-à-dire qu'il y a encore ces projets-là. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a encore ces moyens limités. Mais d'une part, il y a aussi le côté réveil où on voit déjà qu'il doit y avoir certains projets qui doivent permettre ça. On peut parler de la route transaérienne aussi qu'on doit mettre en valeur. C'est-à-dire que avant, on avait hérité de certaines routes, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient maritimes, etc., mais qui étaient un héritage colonial. Et ces héritages coloniaux ne permettaient pas qu'il y ait des échanges entre les pays africains. D'où on peut regarder en disant les échanges entre pays africains sont moins de 15%, on le dit toujours et on le dit souvent. C'est-à-dire que les routes ou les infrastructures qu'on a reçues, c'était des infrastructures qui ne permettaient pas qu'il y ait ces développements-là. Mais actuellement, on voit qu'il y a un échange qui est en train de se passer au niveau d'Afrique. L'exemple, c'est la route transaérienne. Aussi, côté ferroviaire, il y a cette route ferroviaire qui est en train d'être faite à travers l'East African Community pour relier de la Tanzanie jusqu'au Burundi, etc. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Maintenant, pour casser
les limites qui s'est trouvées au niveau africain. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, mais il y a encore beaucoup à faire parce que Mezoura a bien parlé. Et le plus important, c'est que il y a tellement de tarifications douanières, des barrières douanières qui sont un peu différentes d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que les pays qui ont hérité d'un héritage colonial britannique et on va dans un pays qui a hérité d'un héritage colonial français, on trouve qu'il y a des méthodes, des manières différentes. C'est-à-dire que il y a tellement beaucoup de choses qu'il faut réadapter, c'est-à-dire que c'est là où la ZLECAf doit jouer un rôle primordial, c'est-à-dire que réussir à harmoniser tout ça pour que nous puissions réellement commercialiser maintenant, pour que les choses puissent se passer rapidement. Mais Zoura a dit aussi quelque chose de très important en disant comment on peut regarder les problèmes douaniers pour passer des marchandises, ça peut prendre peut-être un mois alors que c'est bloqué au niveau des ports, etc. Alors que dans certains pays, c'est en 24 heures, en 48 heures, les marchandises passent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à régulariser, on va finir par y arriver. C'est là où les rôles, surtout de la ZLECAf, qui doit jouer encore beaucoup sur ça, parce que la volonté y est, mais il y a encore beaucoup de choses à régulariser. Surtout, je répète sur ça, quand on regarde les pays, il faut regarder. Si on regarde en Afrique, les pays qui commercialisent entre eux le plus, on va voir qu'ils ont hérité d'un héritage colonial français. Ils communiquent entre eux. Et les gens qui ont été d'un héritage colonial britannique, ils font des affaires entre eux. Alors que nous devons harmoniser ça pour permettre à ce qu'il y ait de l'ouverture, etc., pour que nous puissions avancer. Donc, on doit avoir des régularisations qui nous permettent à ce que nous avançons tous dans la même voie et dans la même vision. Exactement. Mahfoud Kobi, justement, en parlant de ces organisations, on a remarqué durant ces quelques années que ces organisations sous-régionales telles que la communauté est-africaine et la CEDEAO sont des modèles peut-être à suivre, sont des modèles d'intégration continentale. Êtes-vous de mon avis? Oui, ça prouve encore une fois, parce que quand on voit la dynamique et la croissance des échanges dans ces organisations régionales, on conclut d'une manière très objective que quand on harmonise les législations, quand on atténue du poids des barrières tarifaires et non tarifaires, le commerce ne peut que se porter mieux. Donc, et là, c'est quelque chose qui devrait nous inciter à aller vers beaucoup plus d'intégration et de coordination, de création de synergie par rapport aux législations, afin de réduire du poids et de la lourdeur aussi de ces obstacles. Parce qu'au-delà du tarif lui-même, c'est surtout les procédures qui alourdissent les délais et qui produisent de l'incertitude, ce qui fait que la motivation se trouve la motivation de commercer se trouve atteinte et réduite par rapport à un milieu où le marché est harmonisé, où les tarifs sont pratiquement les mêmes dans les différents pays. Donc je suis entièrement d'accord avec vous que ce qui a été observé dans les organisations régionales en matière d'amélioration de commerce, d'amélioration d'investissement et de création de joint venture devrait inciter les Africains à créer des espaces beaucoup plus grands. La zone de la ZLECAf en est un, et on est la parfaite illustration. Maintenant, c'est surtout en matière de synergie, en matière de délai, en matière d'accélération des processus et surtout de digitalisation que les enjeux sont les plus présents. Et la manifestation d'Alger devrait donc, dans les conférences qui sont programmées, devrait discuter de ces aspects, surtout par rapport à une nécessité de mettre en place une feuille de route qui détermine les délais, qui détermine les acteurs et qui lève un petit peu le flou sur ce retard que l'Afrique est en train encore de connaître. Bien sûr. On était très très motivés et très optimistes en 2021-2022, donc la période juste post-Covid. On a connu une croissance très considérable
du commerce africain. La Banque mondiale c'était du 30%, c'est pas rien. En 2021 et puis 28% en 2022. Et puis 2023-2024, on est à 7%. Certes, on est sur une... Et même la Banque mondiale avait de bonnes prévisions pour le continent africain aussi. On pensait atteindre les 17-18% d'échanges intra-africains. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ça doit nous interpeller par rapport à ça, par rapport au véritable goulot. Alors qu'en même temps, il y a dans les organisations régionales, le commerce accru a maintenu sa dynamique. Donc là, on doit un petit peu réviser, faire les réglages nécessaires par rapport à une feuille de route qui devrait répondre un petit peu aux contraintes, aux obstacles, etc. Alors, Mahfoud Koubi, je reste avec vous. Samuel Akizimana avait mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est les connexions entre pays africains. Quel impact ont les corridors économiques régionaux, par exemple Dakar, Bamako, Abidjan, Lagos, etc., sur la fluidité du commerce? C'est important, parce que les corridors... c'est une idée géniale dans la mesure où ça permet autour d'un axe, autour d'une artère, de planter et de concevoir des activités économiques et commerciales qui bénéficient d'intégration. Donc, de matières premières abondantes et à des prix compétitifs, de la ressource humaine aussi, compétente, qui maîtrise les process, et puis cette capacité de transporter les produits des lieux de production vers les lieux de consommation avec des prix assez compétitifs. Et vous voyez que le mot compétitivité et compétitif revient souvent, parce que c'est la clé qui permet, donc, quand on parle de corridor, justement cette question de compétition et de compétitivité est au centre de toutes les logiques de construction de corridors. C'est pour ça ce que disait Samuel est très sensé par rapport à des logiques. On doit construire sur des territoires. C'est-à-dire des territoires qui soient irrigués par des voies de transport, qui soient routiers, ferroviaires ou autres. Mais le plus important, c'est que la fluidité puisse exister. Parce que le transport est au cœur de cette logique d'acheminement de la matière première vers les lieux de production et des produits finis vers les lieux de commercialisation. Et si les voies et les moyens de transport se trouvent limités, à qui on rajoute les barrières encore tarifaires et non tarifaires, la bureaucratie, la corruption souvent, parce qu'il faut le dire, et puis tous les obstacles qui empêchent les personnes aussi de se déplacer, parce que il n'est pas question du déplacement uniquement d'un marchandise, mais c'est aussi le déplacement des personnes. On parle d'intégration, et l'intégration ne peut se faire que s'il y a cette liberté de se déplacer et cette liberté d'investir dans des territoires qui sont censés être régis par les mêmes règles sans qu'il y ait des obstacles. Exactement. La CEDEAO ou l'Afrique australe, ce sont deux communautés qui sont en train de nous donner des leçons. Alors, construisons sur ça, surtout construisons. Il ne faut pas se limiter à faire le diagnostic uniquement ou à tracer des voies sans qu'il y ait une feuille de route, des moments précis d'évaluation et une définition des responsabilités. On a besoin de ça. Je voulais ajouter quelque chose à ce que M. Koubi était en train de dire, parce que déjà, il faut savoir que l'Union africaine a lancé beaucoup de projets, notamment le marché unique du transport aérien en Afrique, le MUTA. Oui. Et ça, il n'est pas appliqué du tout. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'initiatives. Il n'est pas connu et il n'est pas appliqué. On est très productif en idée. C'est ça, très productif en idée, en papier. Devrait revoir sa stratégie de communication. Pour appliquer. C'est le comment qui pose problème. C'est comment, c'est la volonté, c'est l'harmonisation, c'est travailler ensemble. C'est vrai. Et c'est d'avoir les mêmes préoccupations aussi. C'est travailler beaucoup. C'est important. C'est ça. Déjà, un billet d'avion, par exemple, ça coûte plus cher entre deux pays voisins que de partir en Europe. Ouais. C'est déjà un problème.
en fait, à chaque fois, on doit faire escale dans un autre pays pour partir. C'est pour ça que on utilise peu déjà les vols, le transport aérien quand il s'agit du commerce, parce que ça, c'est trop cher déjà. Et puis, parlons aussi des ports. Même avec l'Afrique, elle est tout entourée d'eau, mais on est obligé de passer par les ports étrangers. Et tout ça parce qu'on n'a pas investi. On n'a pas investi, on n'a pas les moyens. De compagnies de transport aussi, parce que parce qu'il faut donner vie à tout ça. Donc, et de la structure et l'esprit. C'est comme en revenant sur le projet Mitac Maison. Je viens de le découvrir, même je pense beaucoup de téléspectateurs vont le découvrir comme moi. Donc j'avais raison quand j'ai dit que c'était méconnu. C'est méconnu. Je crois que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vont le découvrir. Et j'imagine. Mais la question c'est que il suffit pas de déployer des projets pareils. Il faut avoir les matières matérielles pour. C'est-à-dire que les moyens de sa politique. C'est-à-dire que c'est bien, c'est joli, mais quand on n'a pas les moyens de sa politique, ça n'avance ça va aller nulle part. C'est-à-dire qu'on est vraiment créatif. On a beaucoup de projets qui sont géniaux, etc. Mais c'est-à-dire que si on regarde déjà le continent, cher continent, en fait, on a accès à tous les différents océans en réalité. On a accès à la mer, on a accès aux différents océans. C'est-à-dire qu'il y a cette potentialité, mais si on regarde, on n'a pas des compagnies maritimes capables, c'est pas quoi. C'est-à-dire que on n'a pas les moyens de ces potentialités, etc. C'est-à-dire que nous devons investir en tant qu'Africains. J'avais aimé beaucoup dans une émission où M. Kaobi était en train de dire, par exemple, à travers l'IATF, si il y a la possibilité que des gens se mettent d'accord pour investir sur certains, pour créer des compagnies maritimes, etc. Oui. C'est-à-dire que nous devons passer à travers des solutions pareilles en Afrique. Si nous arrivons à travers ces moyens, je pense que on va avoir ce qu'on est en train de chercher, parce que il faut avoir les politiques de ces moyens. Il ne faut pas juste d'amener des idées innovantes, mais il faut s'asseoir aussi à apporter des moyens de ces politiques qui sont intéressants. C'est ça aussi le rôle. Il nous faut des corridors intégrés, financés aussi en collaboration, ensemble, des projets de l'avenir, parce que ça nous regarde tous. Et l'Afrique est attendue sur ce terrain-là. Donc, si on veut, on doit créer nos propres moyens d'émancipation. Exactement. Et ça s'appelle travailler ensemble. Ça s'appelle créer. On parlait de compagnies de transport. Qu'est-ce qui nous empêche? Allez, ça, c'est une question. On la lance à travers ce plateau. Qu'est-ce qui empêche les Africains de créer? Ils ont des capitaux. Il y a beaucoup de riches en Afrique. Il y a des personnes, comme des entreprises, comme des États. Donc, là, il y a une question. Qu'est-ce qui pose? Est-ce qu'il n'y a pas de volume? Est-ce que, même avec les compagnies. Et vous voyez, donc, c'est cette capacité d'être conquérant, d'être très pragmatique, qui demeure la voie qui n'a pas été très présente dans l'agenda africain. Exactement. Je vais rebondir juste sur une chose. Cette question, ça me touche à cœur parce qu'il y a une personne qui avait parlé sur un plateau de télé, je ne vais pas dire son nom, il avait dit, vous savez, le problème en Afrique, c'est qu'en Afrique, on a les moyens, les capacités de faire des choses, on a des hommes qui sont capables de le faire, mais des fois, nos gouvernements ne les approchent pas ou on ne les réunit pas pour faire ça, mais nos gouvernants, nos présidents se réunissent à l'étranger pour s'asseoir sur 4 milliards de dollars, alors que juste un entrepreneur en Afrique peut donner les 4 milliards de dollars. Au lieu de chercher des solutions par nous-mêmes et faire des projets concrets, on attend qu'on puisse prendre des avions, etc. Nos présidents puissent prendre des avions pour aller à l'étranger et s'asseoir autour d'un table pendant une semaine pour discuter sur 4 milliards de dollars à donner sur 30 ans. Voilà, 30 ans. Exactement. Mahfoud Kobi, j'aimerais vous poser une question justement. L'Algérie qui accueille l'IATF le mois de septembre ambitionne de devenir un hub logistique vers l'Afrique. Quelles infrastructures sont prioritaires pour y parvenir? L'Algérie, je le disais, on était en train de parler des compagnies. Récemment, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu le PGD de CMA CGM, qui ne connaît pas CMA CGM, donc une immense boîte donc généralement dans le transport maritime. Il a reçu le PDG Rodolphe Saadé. Justement, quel est votre point de vue sur les ambitions de l'Algérie en matière de transport? C'est surtout cette capacité de discuter, d'opérer avec de grandes sociétés au niveau mondial
qui ont une connaissance et une maîtrise parfaite des processus, de la maîtrise technique aussi, mais la capacité de ramener des fonds. Parce que l'Algérie, il faut rappeler que cette rencontre, les discussions portaient sur le port de l'Hamdaniya. Donc c'est sur une nouvelle configuration, un port qui devait rentrer déjà en exploitation en 2019, il faut le rappeler. Que 6 ans après, n'a pas encore connu ne serait-ce que la version finale des études, etc. Vous voyez, en termes de délai, en termes de contraintes, en termes de vision. Donc l'Algérie a cette ambition de devenir un hub logistique. Sa situation géographique l'a qualifié à ça. Ses moyens financiers l'a qualifié à jouer ce rôle de lien entre plusieurs continents. Mais maintenant, ceci passe par la réalisation de grandes infrastructures, de grands ports qui répondent. Actuellement, il y a de grands porteurs, il y a de grands moyens de transport qui nécessitent des profondeurs précises, qui nécessitent des délais performants en matière de déchargement et de chargement. Donc, c'est à l'image. Donc, si on parle de la Chine, à titre d'exemple, premier pays en matière d'échange au niveau international, ou second pays, disons-le, c'est sur les 10 premiers ports au monde, 7 sont chinois, donc dans le port de Hong Kong. Et vous voyez, ça se conjugue en délai de traitement, ça se conjugue en délai de déchargement, en délai de chargement. Et tout cela, c'est de la technologie, de la maîtrise. Ce qui est valable pour les ports est valable pour les aéroports, est valable pour les routes. Oui. Il ne suffit pas de construire une route, il faut avoir des entreprises de transport spécifiques, parce que le transport n'est pas similaire. On transporte des bananes qui ont des logiques particulières en termes de technicité, technique, on transporte des produits dangereux qui demandent une maîtrise particulière. Et tout cela nécessite de grandes entreprises qui doivent disposer de moyens humains, de techniques, etc. Et c'est sur ce plan où l'Afrique, dont l'Algérie, sont attendus si ils veulent jouer ce rôle de base logistique ou de continent leader en matière de transport et d'échanges internationaux. Voilà, merci infiniment Mahfouz Koubi pour cet éclairage. Merci à Sabila Kizmana et merci aussi à Mazhoura Al-Hayani. Je tiens à remercier notre réalisatrice à la console, Chourouq.